Immersion dans l'image, la matière et le son, c'est magique. Bon, je crois que ça plaira beaucoup aux réalisateurs. Je crois que c'était vraiment leur défi, c'était comment adapter le livre, parce que le livre parle surtout de Naoki et de sa famille au départ, et de cette description du monde. Donc le transposer à l'écran, c'était assez compliqué. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher d'autres familles et qu'ils ont essayé effectivement de faire j'allais dire un mix entre la mise en image des écrits de Naoki avec cette voix, et aussi une illustration avec des situations très différentes, puisque enfin, on le voit, les exemples qui sont pris montrent, et là on est dans le cadre d'autistes non-verbaux. Alors encore une fois, hein, je veux m'excuser parce que je suis le distributeur du film et pas du tout un spécialiste de l'autisme, mais forcément à chaque fois qu'on distribue un film comme ça, on s'intéresse un peu plus à la question, et effectivement on comprend que c'est pas qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est que en fait c'est une succession de sons et de mots qui ne sont pas forcément l'illustration de ce qu'ils veulent dire, d'où l'importance de la planche alphabétique. Et Naoki avait fabriqué avec sa famille sa propre planche alphabétique, et c'est pour ça qu'il a réussi à écrire ce livre qui était effectivement, il a été traduit dans 30 langues, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Parce que, comme le dit, enfin, on peut pas mieux le dire que le film. Ça a été très très bien expliqué dans le film, je trouve. Hein. Ouais. C'est remarquable. C'est que tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui était un messager de ce monde-là. Alors, il n'est pas représentatif de tous les autistes, et il explique bien que son cas n'est qu'un cas dans les milliers de cas différents, mais au moins, ça envoyait un signal de compréhension. Et de permettre aussi, parce que c'est ça la base, je crois que l'autisme, c'est depuis à peu près 1996 que c'est reconnu, vraiment, et pas juste une source d'études de la psychanalyse et des psychiatres, etc. C'est de dire, voilà, quel est un peu les principes de fonctionnement pour eux. Et quand ils parlent de dire à un moment, ils essayent de maîtriser leur corps, et cet esprit, cette idée d'avoir un esprit enfermé dans un corps qu'ils n'arrivent pas toujours à maîtriser. Voilà, ça c'est très important. Et c'est ça que le film montre de façon remarquable, je trouve, vraiment. Alors il faut savoir que les parents de Joss, Stevie et Jeremy, sont producteurs du film. Donc c'est eux qui ont aussi donné l'impulsion. On s'aperçoit qu'effectivement tous les gens qui ont participé à ce projet, David Mitchell, qui est un auteur très reconnu, qui a fait la traduction, c'est des gens qui sont touchés de près forcément au départ, parce que dans leur famille, parfois leurs enfants directement sont autistes, voilà, en France. Et c'est surtout de dire que souvent l'autisme a été considéré, l'autisme lourd, c'était quand les gens n'étaient pas capables de s'exprimer. Parce que comme il n'y avait pas de dialogue, vraiment, dès lors, ils étaient catégorisés comme autistes lourds. En France, il y a 700 000 personnes, il y a un tiers qui sont, d'après les chiffres, considérés justement comme autistes lourds. Mais parfois, cette classification, elle est totalement arbitraire, elle est sur un jugement extérieur, et pas du tout par rapport à ce que les gens peuvent être. Voilà, c'est ça, je pense, j'espère, la force du film. Enfin, moi, je sais que c'est la première, plusieurs fois que je le vois. À chaque fois, on est touché par par le fait de pouvoir au moins ressentir cet état. Et je vous présente Daoud Tatou. Tout ce que Bonjour. je sais de vous, c'est que vous êtes éducateur et vous travaillez avec des personnes autistes. Alors j'étais anciennement éducateur, moi je suis directeur d'un centre d'accueil de jour médicalisé à Paris. Je m'occupe d'autistes déficitaires, des cas complexes. Voilà. Et votre réaction, vous aviez déjà vu le film? Alors non, c'est la première fois que je le vois, je le trouve très très bien. Vous connaissiez le livre, je suppose? Non, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas eu le temps de le lire. Par contre, le film est très bien de ce que je viens de voir. Et effectivement, il y a, pour rejoindre un peu les propos, il y a un point commun dans le monde de l'autisme, mais je pense vraiment dans le monde entier. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas su regarder chez l'autisme, c'est la partie de l'enfant. C'est-à-dire que quand on travaille avec des autistes, souvent,
D'ailleurs, dans tout le handicap, dans toutes les handicaps, pardon, on va s'occuper de l'handicapé, de la partie handicap, et jamais de la partie enfant. Et avec les autistes, nous on dit, c'est pour ça d'ailleurs on parle enfant avec autisme. Et le avec fait toute la différence, parce que pour nous, les clés, les ressources de pouvoir avoir une évolution, une progression, ce genre de choses, c'est le avec qui fait la différence. C'est-à-dire que si on pose le regard uniquement sur quelque chose, entre guillemets, d'abîmé, ou quelque chose à récupérer ou à réparer, finalement on ne le répare pas. Et si on va sur la base de ce qu'est éventuellement cette difficulté, parce qu'on le voit bien aussi que pour certains autistes, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt une difficulté pour nous de les comprendre. Dans le film, on le voit bien, hein, ce sont des gens qui parlent, qui ont des idées, qui ont des émotions. Pendant très longtemps, on a pensé que les autistes n'avaient pas d'émotions. Ils étaient dépourvus d'émotions et pourvus d'angoisse, d'amour, de sentiments, parce qu'on n'avait que des cris, des sons, des gestes un peu bizarres. Et puis avec le temps, on a commencé à comprendre pourquoi ça dérangeait, notamment dans les problèmes sensoriels, des choses qu'on n'avait jamais regardées avant. Dans les problèmes somatiques, comme si les personnes en situation d'autisme ne pouvaient jamais être malades. On est très en retard. Là, je parle de la France par rapport aux pays anglo-saxons. On est en train de découvrir tous ces problèmes-là. Quand je dis on vient de découvrir, on est sur 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est rien du tout, en fait. Donc on est en train de s'apercevoir que ce sont des, entre guillemets, des êtres à part entière, mais ce sont des personnes avec. Et pour nous, fait toute la différence. Le film le montre bien, et ce qui est très important dedans, c'est qu'on voit à l'international que les problématiques sont les mêmes, en fait. C'est pour ça que j'hésitais à parler de personnes autistes, parce que moi, ce que j'ai entendu de la part de spécialistes et professionnels, ils préfèrent ne pas dire que les appeler des personnes autistes, comme si c'était une étiquette ou une détermination, mais personnes vivant avec autisme, ce qui est très 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 différent. Alors c'est très différent, et puis même pour certaines personnes avec autisme, je pense à Joseph Chovanec, qui est un autiste de haut niveau. Pour lui, c'est nous qui ne sommes pas normaux. Hein. Lui, il est tout à fait normal. Lui, il trouve qu'il vit très bien dans son monde. Et d'ailleurs, des fois, je discute avec lui. Il dit, vous êtes bizarre, vous appelez ça un macaron à la fraise, mais il y a de la fraise qu'au milieu. Tout le reste, c'est pas du macaron. Donc c'est vrai qu'il nous trouve des fois dans des concepts. Et quand on le suit dans son raisonnement, nous avons aussi, nous, un fonctionnement très bizarre. Donc dans leur monde à eux, c'est peut-être nous qui sommes autistes. Peut-être. C'est nous qui sommes, enfin nous sommes différents. Nous sommes différents. C'est pas autiste ou pas autiste. Enfin, je veux dire, nous vivons dans des mondes différents. Sauf que les personnes en situation d'autisme, ils se considèrent eux normaux. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, nous jugeons que eux, ils sont inadaptés à notre société. Dans leur monde à eux, nous sommes inadaptés à la leur. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Autrement dit, mesdames et messieurs, vous êtes des neurotypiques. C'est ça que nous sommes. Pour eux, nous sommes des neurotypiques. Tout à fait. Voilà. Non, les neurotypiques, ça veut dire qu'on a un système nerveux plus répandu que le leur. Mais c'est-à-dire que comme nous sommes plus nombreux, peut-être que la norme est peut-être chez nous. Donc du coup, c'est ce qui fait que nous sommes neurotypiques. Et le fait qu'ils sont peut-être du nombre inférieur, on les appelle des atypiques. Mais après, quand on est avec des situations d'autisme, moi j'ai la chance de discuter à la fois avec des autistes de très haut niveau et à la fois de voir des enfants qui sont autistes avec autisme déficitaire. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'écart entre les deux. Mais quand on se balade à la fois chez les déficitaires, d'ailleurs on l'a vu dans le film, on aurait pu très bien penser que ces personnes-là ne pouvaient pas évoluer, alors que quand on leur donne le temps ou les outils et la compréhension, alors bien évidemment ça prend plus de temps, mais on arrive quand même avec une planche à dire des mots, à écrire un livre, à émettre des idées. Chose qu'on sait pas faire ici des fois en France, pour la bonne et simple raison, c'est que tout va vite. En fait, on va très vite. Donc quand vous êtes en situation de handicap, de manière générale, on va vous mettre dans une case et on va utiliser des outils qui nous viennent d'ailleurs sans pouvoir regarder l'enfant. Et je pense que si on ne prend pas le temps de regarder l'humain, du coup on perd du temps et on n'évolue pas. Et on ne permet pas d'évoluer. Parce que chaque personne ici dans cette salle a eu une évolution neurologique, familiale, psychologique, différente les uns des autres. Personne ici n'a évolué de la même manière. On arrive quasiment tous au même but, être marié, avoir des enfants, travailler, ceci, cela, mais on y arrivait avec des chemins de traverse et il n'y a pas un chemin qui est clair pour tout le monde. Et on a l'impression que les personnes en situation d'autisme n'ont pas le droit. Eux devraient avoir qu'un canal. Ils n'ont pas le droit d'être malades, ils n'ont pas le droit d'avoir d'émotions, ils n'ont pas le droit d'aller en vacances, ils n'ont pas le droit d'eux, ils n'ont pas le droit d'eux, ils n'ont pas le droit d'eux. Quand on prend le temps, c'est ce que montre le film, c'est-à-dire que quand on part de la personne et qu'on essaye d'élaborer à partir de la personne, on arrive à avoir des outils et forcément des réussites.
Ouais, juste, je voulais dire, le réalisateur Jerry disait que, par exemple, Ben et Emma qu'on voit font partie pour lui de la nouvelle génération, justement, de ces personnes-là, parce qu'elles ont été prises très tôt, ils ont fonctionné ensemble. Donc ils ont pu effectivement améliorer la compréhension, leur éducation, etc. Et on le voit, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors, c'est ce que vous disiez, ça prend du temps, mais ça avance plus vite, et on arrive plus vite à avoir des personnes qui peuvent suivre des cours, voilà, adapter les outils à eux. Et ça aussi, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire de se dire entre... et je pense que Stevie et Jeremy, les producteurs, je pense que c'est ce qu'ils disent à un moment, c'est de se dire, voilà, la prise en charge telle qu'ils l'ont eu eux et la prise en charge de Ben et Emma est complètement différente. Et ils sont en train de rattraper le temps avec Joss, mais voilà, Ben et Emma, c'est un cas qui est quand même aussi différent. J'avais vu une vidéo qui disait vivre en pays autiste. On considérait qu'en fait, ils vivaient, c'est comme des gens de notre planète. Alors ils doivent régulièrement comprendre, ils doivent nous comprendre, parce qu'ils ne nous comprennent pas du tout, ils n'ont pas la moindre idée des codes humains, des codes relationnels, etc. Et c'est ça qu'ils ont besoin d'apprendre et de réapprendre régulièrement. Oui, et puis même nous d'ailleurs, hein. Moi je sais pas, je vois exactement. Quand je discute avec Joseph ou avec Stéphanie, qui sont des autistes de haut niveau, on a aussi besoin de comprendre leur monde. On dit que l'autisme vit dans un monde bleu. Pourquoi ils préfèrent plus le bleu que le blanc? C'est un effort que nous devons faire vis-à-vis d'eux. Je me rappelle que Joseph était très content quand la RATP était passée au bleu. Ça a été la journée d'une fête pour eux. Moi, j'ai eu du temps avant de comprendre, mais il me dit, mais tu te rends compte, c'est comme... ça paraît simple, mais les autistes aiment énormément les schtroumpfs, pas parce que c'est des schtroumpfs, parce que c'est bleu. Voilà, tout simplement. Et ils ont une petite communauté d'ailleurs entre eux, hein. C'est des autistes de haut niveau qui se rencontrent des fois dans des restaurants ou dans des cafés. Moi, je vous invite à passer du temps avec eux. C'est comme ça que moi, je suis très passionné par l'autisme parce que ça touche énormément de choses. Ça touche la neurologie, ça touche l'éducatif, ça touche la génétique, ça touche énormément de sphères. Et quand on discute à la fois avec des bons niveaux et des personnes qui sont un peu déficitaires, qui ont aussi des problèmes de langage, on s'aperçoit que nous avons, nous, un énorme effort à faire. Parce que en fait, on parle, nous, d'inclusion. C'est-à-dire que nous devons, dans notre travail, là, je parle d'éducateur ou de directeur, peu importe, ou de professionnel, nous sommes dans l'obligation un peu éthique de se dire nous devons inclure les personnes en situation d'autisme. Le problème, c'est qu'on voudrait les inclure sans les comprendre. Donc il faudrait d'abord aller vers eux, comprendre leurs difficultés, comment ils vivent, et puis se dire bon, ben ça peut rentrer par là, ça ne pourra pas rentrer, là on pourra peut-être aménager une case, là on pourrait peut-être inventer quelque chose qui n'est pas dans les cases, et en faisant ça, on arrive à quelque chose. Le souci, c'est qu'on n'est pas dans ça, on est dans tu dois rentrer. Avant, on appelait ça de l'intégration, et puis on s'est vu que le mot intégration n'était pas adapté. Ben oui, parce que c'était forcer quelque chose. Tu dois rentrer et tu dois devenir comme nous. Hein, il y a une tendance à ça quand même, on voudrait leur apprendre à vivre comme nous. Oui, et moi des fois, pareil. Des fois, j'ai pas envie de ressembler à certaines personnes. Ce que je veux dire, je suis très bien comme je suis. Donc, je comprends aussi par respect que certains autistes nous disent mais vous êtes bizarre. Vous êtes, par exemple, ce qui est très frappant, c'est un film qui est très émouvant. Moi, je suis toujours ému. Ça fait plus de 23 ans que je travaille dans l'autisme. Je suis ému. Les autistes, par exemple, ne mentent pas. Vous voyez ? Ce sont des gens très vrais, ils vous aiment, ils vous aiment, ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. On est dans des stratégies, nous, d'évitement, que ce soit personnel, professionnel, amical. On est toujours en train de mentir, en train d'essayer d'attraper un truc. Un autiste, il vous dit t'es pas belle, point. Ça y est, t'es pas belle. Parce que pour lui, t'es pas belle, ou je t'aime bien, avec toute la définition. Le gros, voilà. Et pourquoi il est gros, le monsieur? Oui, ou bien, moi, une fois, j'ai accompagné un autiste dans le bus et il commence à rigoler tout seul. Alors je pensais que c'était un truc qui l'éclatait. Et son animateur qui l'accompagnait était black. Et il l'accompagnait depuis 5 ans. Et il se retourne comme ça, il se balance. Et il me dit « Daoud ». Et je lui dis quoi? Il me dit « Il est noir ». Je lui dis « Mais il n'a pas changé ». Il me dit « Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il était noir ». C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il venait de comprendre qu'il était noir. Bon, c'est des trucs comme ça où forcément... Voilà, c'est des gens qui sont... Personne dirait à son collègue de boulot, t'es noir. On dirait t'es raciste. Bah, l'autiste, il a trouvé qu'aujourd'hui, au bout de 5 ans, il était noir et que ça le faisait rire. Il avait compris un truc, voilà, tout simplement. Bon, c'est le genre de truc qui me fait rire, moi. Oui. Est-ce qu'ils communiquent entre eux plus facilement qu'avec nous?
Bah alors si je peux répondre à la question, je vous dirais qu'il y a différents niveaux. Par exemple, vous avez, ce que je vous dis, des autistes de haut niveau peuvent très tranquillement discuter comme nous on discute d'un sujet à la fois politique, économique, enfin peu importe le sujet. Vous avez des autistes, eux, qui sont déficitaires. 80% de la population de l'autisme ne parle pas, ou enfin ne parle pas, n'a pas le langage, on va dire, comme nous l'avons. Et pour autant, on voit bien dans le film que quand on a des bains, quand on creuse derrière et qu'on donne les outils, ça peut être un outil de communication. Donc dans la majorité, on va dire qu'il y a 80% qui sont non-verbaux, ou en tout cas avec un langage qui n'est pas un langage comme nous avons, et puis il y en a certains autres, en tout cas dans ce qu'on appelle les hauts niveaux, arrivent à discuter. Après, la particularité des personnes en situation d'autisme quand ils discutent, ça va être surtout sur des sujets restreints. Vous pouvez parler avec un autiste qui va vous parler d'astronomie toute la soirée ou de plantes. Oui, la question de monsieur, je crois, était est-ce qu'ils communiquent plus facilement entre eux? Parce qu'on a vu ce couple d'amis qui ne parlent pas de façon verbale et qui ont l'air de très bien s'entendre et très bien se comprendre. Ça dépend de ce qu'on appelle communiquer. Si par exemple vous prenez deux autistes de haut niveau, ils ont peut-être. Nous on parle énormément, hein, les personnes neurotypiques, hein, les personnes autistes, ils vont aller à l'essentiel de ce qu'ils veulent eux, ou bien ils peuvent s'étaler sur un sujet qu'ils maîtrisent eux, mais par exemple, dans une discussion familiale, c'est bonjour, ça va, tu vas bien, ta mère, ton père, ça va, ouais, d'accord, l'autre il est parti en voyage. Moi, un autiste, je sais pas, je pense à Amine, qui est un jeune avec qui je parle, il va dire bonjour Daoud, tu vas bien, point. Il va pas aller s'étaler, lui, sur le reste. Est-ce que vous considérez que le bonjour Daoud, tu vas bien est juste une parole, ou est-ce que c'est une communication? Donc après, c'est là où nous, on met le curseur. Donc cette réponse, elle est. Je peux vous dire oui comme vous dire non. La question est, est-ce que c'est plus facile pour eux entre eux, est-ce qu'ils se comprennent mieux avec je ne sais pas quel genre de signe que est-ce qu'un autiste comprend mieux un autiste qu'un neurotypique? Ça dépend. Ça dépend vraiment du niveau des deux personnes qui sont en interaction. C'est vraiment. C'est la même chose avec les humains. C'est ça. Est-ce que les humains se comprennent? Oui, puis ça veut dire qu'on les met aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on attribue ce terme-là d'autiste à des personnes qui sont complètement différentes. Donc dès lors, savoir s'ils communiquent entre eux, voilà. Ils sont, Emma et Ben sont amis, mais comme deux autres enfants pourraient être amis, ou deux autres adolescents. Donc il n'y a pas de. Pourquoi ils s'entendent eux? Pourquoi deux adolescents s'entendent? Voilà, c'est ça. Complètement. Oui. Oui. On parle de communication par la parole, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de communication, notamment par la pensée? Après, c'est-à-dire, c'est la définition qu'on met de la communication. Il y a des autistes qui parlent avec le corps. Il y a des autistes qui ont besoin de voir leur ami, et les deux sont non-verbaux. Et on voit bien que quand ils sont séparés, par contre, ça ne va pas. Et que l'un cherche l'autre et vis-à-vis. Ça se voit beaucoup, par exemple, dans les institutions, quand vous faites des activités éclatées. Vous avez, je ne sais pas, Wilfried, il est à la piscine, on va dire que Emma, elle est, je ne sais pas, au bowling, alors qu'ils ont l'habitude d'être ensemble, et ben là, il y a une recherche des deux, et pourtant, les deux ne parlent pas. Et quand ils se voient, pardon, excusez-moi, à travers les yeux, il y a une forme de communication. Effectivement, où ils vont jouer ensemble, rigoler, se toucher, souffler, se toucher le doigt, au bout des doigts et compagnie. C'est une forme de communication à laquelle nous, on ne participe pas, on y participe parce qu'on la voit. Et effectivement, c'est une autre forme de communication. Est-ce qu'après, il y a d'autres formes de communication qu'on n'a pas? Il y a aussi tout ce qu'on sait, c'est-à-dire il y a des autistes qui utilisent des pictogrammes, d'autres qui utilisent le PEX, un programme échange communication système, il y en a d'autres qui utilisent la LSF. Effectivement, il y a plein d'autres outils dessus. C'est pour ça que c'est difficile de répondre. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle en fait communiquer? Il y a la communication verbale, il y a celle qui est non verbale, il y a celle du corps, il y a celle du silence. Communiquer, on sait ce que c'est que la communication. Pas chez les autistes. Dans l'ensemble. Oui, mais pas la communication, c'est partager avec quelqu'un. Si on parle d'autiste, il faut accepter de changer le curseur. Oui, absolument. Voilà. Je crois que c'était ça la question de tout à l'heure. Par le dessin. Par le dessin, oui. C'est ce que... Oui, monsieur. Déjà, le montage est très bien fait.
Donc c'est un super film. J'aimerais savoir ce qu'il en est de la longévité des personnes. Et deuxième question, est-ce que ils peuvent avoir des relations comme des relations amoureuses comme tout le monde? C'est une très bonne question, si je peux me permettre. Sur la longévité de vie avec les personnes en situation d'autisme, vous avez deux curseurs. Vous avez ceux qui sont malheureusement médicamentés toute leur vie, qui arrivent entre 40 et 45 ans, le cœur est fatigué, parce que quasiment toute leur vie, ils ont eu des neuroleptiques, des anxiolytiques, des doses de médicaments. Ça, alors, pour calmer l'agitation? Oui, des fois les angoisses. Souvent, on donne ça parce que des fois, il y a des crises d'épilepsie. Ce sont des comorbidités qui sont liées à l'autisme, très, très, très fréquentes. Et de la violence, quelquefois? Il y a des troubles du comportement. Alors, moi, j'appelle ça des troubles du comportement parce que la violence, pour moi, en tout cas à titre personnel, c'est autre chose, même professionnel. Être violent, c'est quand je vais vous voler quelque chose, j'ai envie de vous faire mal. Les personnes en situation d'autisme, les troubles du comportement sont liés plutôt à une non-communication, à une frustration, à quelque chose qui les dérange. Après, effectivement, ils font pas semblant. C'est-à-dire que les troubles du comportement, quand ils tapent ou quand ils cassent, ils y vont vraiment. Donc, on donne des médicaments aussi pour les apaiser, hein. Pas uniquement pour les ensuquer et les voir dormir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a énormément de souffrance. Donc, toutes ces doses-là de médicaments font que, alors, pour l'instant, ce sont les stats, mais après, ça pourra bouger. Mais entre 45 et 50, on a souvent des crises cardiaques avec des jeunes qui partent. Après, il y a une autre réalité, c'est que ces médicaments fatiguent aussi le corps. 45-50 ans. À peu près. Pour répondre. Alors, ce ne sont pas des chiffres exacts, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquêtes qui ont été menées dedans, mais en tant que professionnel, on voit en tout cas que ça revient. Et quand on regarde quand un jeune décède, et on regarde un peu son parcours, une petite anamnèse médicale, on s'aperçoit qu'il a tout le temps eu des médicaments. Voilà. Après, ça fatigue le corps, donc il y a aussi des fausses déglutes. À un moment donné, on avale de travers, et puis comme tout le monde sait, c'est une fausse route. Ça ramène à ça, donc ça c'est un élément. Après, il y a des autistes qui ne sont pas médicamentés, mais qui peuvent aussi, comme tout le monde, partir soit plus tôt, soit plus tard. Mais il y a une différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. On a vu que ceux qui n'étaient pas médicamentés, ils avaient une espérance de vie beaucoup plus longue que ceux qui pouvaient l'être. Et quand je dis le peut l'être, c'est-à-dire que les jeunes autistes en institution ou hors structure, je m'occupe beaucoup, moi, d'enfants qui sont hors structure, qui n'ont pas d'établissement, parce que la réalité, c'est qu'on manque de plus de 37 000 places en France. Ce sont des jeunes qui sont soit à la maison, soit enfermés dans des unités psychiatriques, avec des doses de médicaments assez importants, hein, le Loxapac, l'Aldol, le Tertian, enfin tout ça, c'est des médicaments qui fatiguent. Donc il y a une vraie différence entre les deux, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Quant à la question des relations amoureuses, il y a pour moi 3 volets. Il y a le premier volet, c'est que ceux qui sont en capacité de l'avoir. Donc là, je parlerai des autistes de haut niveau, de c'est quoi l'amour, c'est quoi la relation charnelle, c'est quoi l'acte amoureux. L'acte amoureux, je parle de physique, du sentiment, c'est quoi un sentiment amoureux. Donc ça, c'est ceux qui peuvent l'élaborer. Après, vous avez des jeunes qui sont déficitaires, mais dans l'adolescence, il y a les hormones, il y a la sexualité qui arrive. C'est quoi un acte sexuel pour eux? Est-ce que l'acte sexuel, c'est uniquement, comme on peut l'avoir dans la sexualité un peu atypique des personnes autistes, de découvrir leur corps, parce qu'ils ont 15, 16, 17 ans, mais avec un développement, avec une compréhension du corps qui est en fait 7, 8 ans, 9 ans. Donc là, il y a ce qu'on appelle les masturbations, un peu fait n'importe comment, ceci, cela. Donc tout ça, c'est travaillé. Donc là, il y a 3 volets. Il y a ceux qui sont dans la capacité d'être ensemble, d'avoir des relations. Ça existe dans les pays anglo-saxons, avec des appartements thérapeutiques, des éducateurs qui surveillent ça sans problème. Vous avez d'autres politiques qui ne sont pas françaises, mais qui sont suisses et belgiques, ce qu'on appelle des accompagnements sexués, des personnes qui viennent et qui s'occupent de ce genre de questions. En France, on est très réfractaire. On n'est pas à l'aise avec ça. C'est un sujet qui commence à venir sur la table, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que c'est une personne avec autisme, donc l'histoire de la sexualité, elle est posée, l'histoire d'être enceinte aussi, pour des filles qui sont en situation d'autisme, même s'il y a papa et maman, il y a quand même un vrai choix de la personne qui est centré. On n'est pas très à l'aise avec ça, on ne s'est pas très bien accompagné, les débats font... On a ça maintenant depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans en institution, on commence à discuter. C'est beaucoup on va dire c'est beaucoup avec l'accord des parents. C'est-à-dire que c'est les parents, bien évidemment, les professionnels ne peuvent donner qu'un avis sur le sujet. Mais c'est aux parents d'accompagner leur enfant dessus. En tout cas, nous, en tant que professionnels, on ne peut pas être dans le déni comme si ça n'existait pas.
Au même titre que tout à l'heure, les autistes n'ont pas le droit d'être malades, n'ont pas le droit de ceci, non, ils ont le droit d'avoir une sexualité, ils ont le droit d'être amoureux, ils ont le droit d'avoir des sentiments. La question, c'est comment on fait. Quelle est la part de responsabilité que nous avons à laisser quelqu'un en situation d'amoureux, entre guillemets, sans que ça soit de l'abus de la personne qui est avec. Vous voyez, c'est toujours la question d'éthique, de comment on accompagne les choses. Monsieur ? Quand ils font des enfants, comment sont les enfants ? Est-ce que les enfants sont normaux ? Demande monsieur. Vous voulez dire, est-ce que 2 personnes avec autisme peuvent faire un enfant neurotypique ? Alors, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, en tout cas sur la France, mais de ce que j'en sais des reportages que j'ai vus à l'étranger, parce que pour la France, je n'ai pas de cas précis, c'est que vous avez des personnes en situation d'autisme, adultes, font des enfants tout à fait neurotypiques. Et vous avez des personnes autistes, font des enfants autistes. L'autisme n'est pas forcément une maladie héréditaire, en tout cas pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se traduit. En France, j'ai pas d'exemple précis dans la tête, mais sur les recherches, en tout cas que moi j'ai fait, et puis sur les reportages que j'ai pu voir, il y a des personnes en situation d'autisme ont des enfants tout à fait neurotypiques, au même titre que des personnes malentendantes ont des enfants entendants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais c'est pas une règle, hein, c'est pas une règle. Je ne sais pas si vous voulez poser une question. Oui ? Puisqu'on parle de santé, hier, nous avons eu la chance de voir un superbe film qui s'appelle Vivante, ici, à la même heure. Effectivement, il parlait aussi d'un autiste et notamment de façon de traiter certains mots, de façon autre que par des médicaments et ces laboratoires. Et donc, il parlait d'un autiste et de façon, de moyen de traiter des mots MAUX de façon différente de celle qu'utilisent les laboratoires. Exactement, notamment je synthétise, mais la cryothérapie. Notamment par la cryothérapie. Et donc il semblerait que... C'est-à-dire prendre se plonger dans la glace ou des bains froids ou des choses comme ça. Cet autiste ressentait des choses agréables et se sentait mieux dans sa peau. Cet autiste ressentait des choses agréables et se sentait mieux dans la peau, dans sa peau. Moi, je pense qu'accompagner les personnes en situation d'autisme, avec autisme, c'est utiliser toutes les méthodes mises à notre disposition tant qu'elles ne sont pas violentes pour le jeune. C'est-à-dire que nous, on a de la sophrologie, au même titre que du yoga, parce que nous, on pourrait faire du yoga, on pourrait faire de la sophrologie. On a des salles slow-zélènes avec plein de lumière, des couleurs qui peuvent faire mal, qui peuvent faire du bien aux jeunes tant que ça leur fait pas mal. Vous avez effectivement des fois cette méthode. Anciennement, il y avait une méthode qui était utilisée, qui a été contredite à un moment donné, mais qui est toujours utilisée aujourd'hui dans le milieu hospitalier, c'est le packing. C'est à peu près ce genre de choses, c'est-à-dire des couvertures avec des différentes température où on enroule le jeune. On sait que les personnes en situation d'autisme, ils ont un problème donc neurodéveloppemental, ça c'est la définition de l'autisme. On sait qu'il y a des problèmes sensoriels, on sait que l'enveloppe corporelle n'a pas évolué au même titre que nous, les neurotypiques, entre guillemets, et que cet apprentissage-là, elle va se faire soit par des morsures, des coups, des espèces de pressions des personnes autistes, des balancements pour l'hypostimulation, ce qu'on a vu là dans le film. Donc tout ça, ce sont ce que les autistes peuvent trouver, eux, pour essayer de gérer on va dire cette désharmonie corporelle. Et nous avons des outils qui sont les nôtres, en l'occurrence le fait de contenir, de masser, de tenir le souffle, la respiration, le fait d'être au sol, d'accompagner des fois dans la course, sur différents rythmes, une marche rapide, une marche plutôt lente, ce genre de choses, va aussi les aider. Donc, on part du principe que tant que c'est bon pour le jeune et que ça lui fait pas mal, que c'est pas violent, que c'est fait avec son accord, avec l'accord de la famille et avec des professionnels, je parle de médecins, ergothérapeutes, éducateurs et ceci et cela, c'est à tester. Ce qui est pas bon, c'est quand vous décidez, vous, comme tout puissant pharaon, que vous devez faire telle méthode et puis le jeune n'a rien à dire et puis de toute façon peu importe les dégâts parce que vous avez vous la science infuse. Et ça c'est le genre de choses qu'il faut absolument pas faire parce que c'est de la maltraitance. Et ce qui a beaucoup malheureusement été fait avec les personnes en situation d'autisme et notamment les non-verbaux. Je vais faire vous avez toujours la parole, mais je voudrais faire une petite marche arrière à propos de la question de monsieur. Est-ce que 2 personnes avec autisme, si elles font un enfant, peuvent avoir un enfant neurotypique, normal, ce que nous appelons normaux?
Ça soulève la question très très importante et je sais que quelquefois c'est difficile comme question, c'est très 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 d'actualité d'ailleurs. Qu'est-ce qui provoque l'autisme? Parce qu'il y a une énorme augmentation de cas d'autisme, de naissance d'enfants autistes ou avec autisme. Il y a des tas de théories différentes, il y a eu des preuves, puis qui ont été démenties, puis des preuves dans l'autre sens, etc. Où en sommes-nous? Alors c'est long, je ne vais pas donner un cours. Sacré dossier. Ça, c'est un gros dossier. Oui. Je finis ma phrase, voilà, je fais comme les autistes, c'est-à-dire je dis la vérité. C'est un gros dossier parce que ça touche et ça flirte avec l'industrie pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques. C'est long à expliquer, mais aujourd'hui, donc on est encore en recherche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie, donc l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, on est tous d'accord dessus. Il y a une partie qui est génétique, on sait qu'il y a une partie qui est génétique, mais jusqu'à où on est encore en train de faire des recherches. Donc un terrain favorable. Il y a ça. Après, on sait qu'il y a ce qu'on appelle, donc on disait que c'était un trouble neurodéveloppemental, donc on sait qu'il y a une partie du cerveau qui dysfonctionne, qui ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des études qui ont été faites à Necker, ce qu'on appelle le sillon temporal supérieur. Il y a une plasticité du cerveau. Ce que fait le côté droit, normalement, est censé être compensé par le côté gauche, mais dans le monde de l'autisme, on a les deux sphères du cerveau qui dysfonctionnent. Donc cette partition temporale supérieure, elle traite quoi? Elle traite la vue, elle traite la compréhension, elle traite les signes, quand je souris pas. Donc là, on voit qu'il y a un dysfonctionnement. Quand une partie du cerveau dysfonctionne, c'est comme le moteur d'une voiture. Quand la bougie démarre pas très bien, il y a la pompe et ainsi de suite. On a ce problème-là. Après, ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, effectivement, il y a les histoires aussi pharmaceutiques, c'est-à-dire on a les vaccins, mais c'est une piste. L'aluminium, on a ce qu'on appelle c'est les adjuvants, il y a l'alimentaire, tous les pesticides qu'on mange. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de produits bio. On sait que quand vous mangez une pomme et qu'elle est bien rouge et que vous avez l'impression que vous êtes dans le Walt Disney, avec la sorcière, elle brille. C'est que c'est un fruit malade. On sait que c'est un fruit malade. En tout cas, voilà. Moi, quand je vois une tomate abîmée, c'est une tomate bio pour moi. Quand elle est très belle, je me pose la question. Donc, on sait qu'il y a une question de pesticides. On sait qu'il y a une question avec les médicaments. Après, il y a ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Donc, dans ces facteurs-là, il y a l'histoire de la consanguinité, qui est une piste de recherche. Il y a aussi tous les traumatismes psychologiques, une grossesse mal vécue, de la violence. Il y a après tout ce qu'on appelle, tout ce qui peut arriver, la drogue, l'alcool, ce genre de choses. Donc, il y a énormément de choses. S'arrêter pour dire c'est uniquement génétique, ça serait faux. C'est une connerie de dire ça. C'est uniquement neurologique, ça serait aussi bête que de dire ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à définir. Ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel. Ce qu'on sait, c'est que ça s'accompagne de mieux en mieux quand le diagnostic est précoce, c'est-à-dire vraiment fait au tout petit. Avant, on parlait entre 18 et 3 ans. Aujourd'hui, on est même avant la naissance. On est carrément, on est pendant la grossesse. Autrement dit, on détecte. On commence aujourd'hui à détecter. L'autisme avant la naissance d'un enfant. C'est dans possible. Le comportement, Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont faites quand la maman. Alors après, moi, je suis pas médecin, je suis pas généticien. Je suis juste éducateur et directeur. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais je sais qu'il y a des études qui sont faites. Pendant la grossesse, où on arrive déjà à détecter ce genre de choses, et puis à la naissance du tout petit. Vraiment à la naissance du tout petit, moi ça c'est des trucs que tout le monde sait. Enfin, dans le monde de l'autisme, il y a l'histoire du regard, du pointé, du tenu de la personne, si elle s'assoit bien, elle s'assoit pas bien. Donc on arrive à le détecter. Quand le diagnostic est fait, avec une équipe pluridisciplinaire, puisque là ça se fait avec une équipe pluridisciplinaire, et que c'est pris en charge tôt, forcément on a des résultats tôt. Le problème avec le monde de l'autisme qu'on a aujourd'hui et qu'on avait avant, c'est que la prise en charge commence qu'à 6 ans. Alors on peut le détecter avant, mais elle commence à 6 ans. Donc aujourd'hui, sur la stratégie du 4e plan autiste, justement, il y a une enveloppe qui a été débloquée pour que ça puisse être pris en charge dès que c'est tout petit. Donc, alors après, pourquoi on a des chiffres qui augmentent par rapport à avant? Exponentiel en ce moment. Exponentiel, mais c'est parce que le diagnostic, en fait, et la manière de comptabiliser, je ne vais pas vous faire un cours, mais il y a un DSM 4 et un DSM 5, c'est la Bible de toutes les maladies et de toutes les pathologies. On a retiré un certain nombre de critères sur le DSM 5 qui ne le sont plus dans le 4, donc forcément ça augmente. Par exemple, les autistes de haut niveau n'étaient pas comptés, maintenant on les compte dedans. Il y a ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, on y met tout. Plus large. Oui, on y met tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui se balance un peu trop, qui ne parle pas. Ah, il est dans le TSA, dans le spectre de l'autisme. Après, on s'aperçoit en fait que c'est pas ça, mais on l'a mis dedans, on l'a comptabilisé, donc forcément les chiffres
augmente aussi. Voilà. Et il y a une piste très 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 importante qui était les vaccins, les vaccinations. Il y a eu beaucoup de travaux faits là-dessus, d'études, etc. Elles sont un peu biaisées parce qu'à chaque fois, il semble que ça soit bloqué. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Je ne sais pas, vous savez, le business d'oseille entre la pharmacie et l'humanité, je m'en occupe pas. Oui, mais je vous comprends, mais peut-être que ça nous arrive dessus quand même. Ah oui, non, ça nous arrive, et je pense que ça arrive je dis peut-être. Je pense que ça arrive. Si aujourd'hui on a, je sais pas, on peut comparer l'autisme au Covid. Aujourd'hui, pourquoi on va trouver un vaccin qui va coûter des millions à tout le monde ? Je sais pas, moi. C'est pour ça que je vous dis le business entre l'autisme et la maladie, ça appartient à ceux qui le font. Je peux pas vous donner de réponse, non pas parce que ça m'engage, parce que moi personnellement, je pense que de toute façon, il y a un business pharmaceutique dans le monde entier qui fait que on trouve des morts et des malades quand on veut, et on repart dans l'économie et dans la politique aussi quand on veut. Donc ça n'engage que moi à titre personnel. Dans le monde de l'autisme, on sait que les médicaments, ils y sont pour quelque chose. On sait que l'aluminium, on sait que le vaccin, le troisième vaccin, on fait des diagnostics, on a des parents qui nous disent mon enfant va bien, et au 18e mois, je le reconnais plus, je le vois plus, il me parle plus, il me regarde plus. Vous mettez ça en concordance avec les vaccins, ça correspond au troisième vaccin à peu près. L'aluminium contenu dans les vaccins, je crois. Voilà, et donc bon, après c'est des questions qu'on se pose, mais encore une fois, moi je suis pas médecin, donc il y a des études très sérieuses, très poussées, qui prouvent que effectivement l'aluminium et les adjuvants qui sont dedans peuvent causer. D'ailleurs, je crois que l'OMS a fait un rapport sur le troisième vaccin qui est l'Aurore, je crois, qui a été mis dedans. Après, on va pas se mentir, il y a un business pharmaceutique dans notre humanité. Et là, je parle de l'humanité de manière internationale. Absolument. Et politique, les deux sont liés. On ne va pas faire la langue de bois, que ce soit dans l'autisme ou dans autre chose. On verra bien combien coûte le vaccin du Covid. Ça nous donnera une indication. Voilà. Tout ceci n'étant absolument pas lié à l'idée que les médicaments, c'est mal. Surtout pas les médicaments, c'est super bien. Et si vous devez en prendre, vous les prenez. Et ça sauve beaucoup de gens. On ne parle pas d'un principe. C'est une question d'excès dans un sens ou dans l'autre. Vous me posez une question sur les facteurs multifactoriels. Je mets les pieds dans le plat, mais c'est quand même... Moi, je ne travaille pas pour une compagnie pharmaceutique, donc je m'en fous, je peux vous répondre très tranquillement. Je vous réponds que ça fait partie de l'autisme au même titre que la neurologie et que la génétique. Voilà. C'est tout. Et effectivement, ça fait partie des pistes que nous cherchons, dont les parents s'inquiètent à chaque fois, puisqu'ils disent « mon enfant va bien » et au bout du 18e mois, quand j'ai fait le troisième vaccin, rideau, je ne reconnais plus mon enfant. Bon, ça fait partie d'une piste. Pourquoi, à 18 mois, on a ça et on ne l'a pas avant et on ne l'a pas après ? Bon, c'est une question comme une autre. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas précisée, mais je me permets de le faire. Je ne sais pas si, en reprenant le fil de la conversation, c'est que vous avez inspiré le personnage du film Hors Norme. Je crois que, je ne sais pas si les gens dans la salle étaient au courant. Est-ce que le film a aussi permis une prise de conscience parce que évidemment c'était un des gros films oui, effectivement, en France. Est-ce que vous avez senti déjà est-ce que ça vous a permis vous d'avoir une meilleure écoute, j'imagine, et est-ce que vous avez vu dans la perception des gens un changement aussi quand vous parlez d'autisme ? Alors effectivement, on a inspiré le film Hors Norme avec Stéphane Benamou. Ça a permis quoi, en fait ? Ça a permis de parler de tous les cas complexes déficitaires qui sont à la maison, avec des problématiques familiales assez importantes, des divorces, des tentatives de suicide, des jeunes enfermés à l'hôpital psychiatrique alors qu'ils n'ont rien à y faire. Ça a quand même débloqué une enveloppe de 98 millions d'euros à l'Assemblée nationale, quasiment en 2 semaines, je crois. Après, ça a permis à ce que Stéphane Benamou, mon collègue, puisse obtenir son agrément, puisqu'il ne l'avait pas suite à l'enquête de l'IGAS. Et puis ça a surtout permis au national, puisqu'après on a fait une tournée en allant voir toutes les institutions qui nous ont invités pour parler du film, qu'on n'était pas les seuls dans cette problématique de hors structure, et qu'il y avait un vrai problème, en tout cas, de personnes en situation d'autisme déficitaire seules à la maison, avec des moments très souvent seuls, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un nombre de divorces assez important dans le monde de l'autisme, et des jeunes qui n'étaient pas bien accompagnés, ou en tout cas dans des institutions qui ne doivent pas l'être, en l'occurrence comme les hôpitaux psychiatriques. Ça a permis de mettre ça en lumière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a permis aussi de voir que l'accompagnement, puisque nous, on est au relais, chez nous, on est sur du 1 pour 1,
On a vu que dans nos institutions spécialisées, vous avez un éducateur pour 3 ou pour 5 et que certains accompagnements devaient d'abord être à la base du 1 pour 1 et puis petit à petit, on est allé comme ça. Donc ça a donné cette visibilité assez importante de ce no man's land non prise en charge de ces jeunes déficitaires, effectivement. Est-ce qu'on est mieux entendu depuis? Oui. Je pense très honnêtement que l'État avait déjà pris en ligne de compte cette problématique-là. Peut-être pas à la mesure de ce qu'elle était, mais on en avait quelque chose de présent dans l'esprit. Le film a quand même fait qu'on travaille en étroite collaboration avec Claire Compagnon, qui est quelqu'un qui est vraiment très, très bien sur le terrain, qui prend les problématiques et qui va jusqu'au bout et qui propose des solutions, chose qu'on n'avait pas forcément avant, mais parce qu'on n'avait pas cette visibilité non plus. C'est pas forcément un reproche, c'est que nous non plus, on n'est pas parti taper à la porte du ministère en disant regardez, même si on l'a un peu fait, mais peut-être qu'on l'a pas fait de la bonne manière. Donc oui, on a cette visibilité qui est mieux aujourd'hui. Tout est à faire, on est très 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 loin, mais en tout cas les choses se mettent en place doucement à mon sens, mais je pense que tout le monde commence dans la vie, on est pressé, on aimerait que tout soit fait. Notre inquiétude maintenant, c'est, je vous le dis à titre personnel, hein, moi c'est les personnes autistes vieillissantes. La loi fait qu'à 60 ans t'es plus handicapé, t'es vieux. Mais tu restes autiste après 60 ans, et là, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait quand papa et maman décèdent? C'est une vraie question. Parce qu'on a mis beaucoup sur les épaules des parents qui font le travail de l'État. C'est à l'État d'accompagner les personnes en situation d'handicap, quel que soit l'handicap d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait quand papa et maman n'est pas là? Quelle est la part d'autonomie que nous laissons? Et comment on laisse vivre ces personnes-là? Et surtout, comment on utilise ce que vous avez mis dans le film, ce qu'on a mis dans hors norme, la valeur ajoutée de ces personnes en situation d'autisme, parce qu'ils ont aussi des valeurs ajoutées. C'est des choses qu'on ne sait pas regarder. En France, on a l'impression que l'handicap est toujours quelque chose d'amoindri, comme si c'était une valeur négative, alors qu'il y a beaucoup d'autistes, d'ailleurs, qui travaillent à la NASA. On n'a qu'à regarder aux États-Unis, en Californie, ceci, cela. Il y a beaucoup d'autistes qui bossent chez Google, enfin chez des développeurs, ceci, cela. En France, ça commence à arriver, mais c'est vraiment très timide. Très, 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 très timide. Donc ma question, c'est, avec Stéphane, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes vieillissantes quand papa et maman n'est pas là? Comment on les accompagne? Est-ce qu'on fait des appartements thérapeutiques pour personnes en situation d'autisme âgée? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ma préoccupation en ce moment. Et si je ne me trompe pas, en plus, enfin, dans le système français, mais vous me dites si je dis une énorme bêtise, mais on est obligé de renouveler, c'est-à-dire d'un moment de redire non mais je suis toujours autiste. Chaque année. C'est ça. Pas chaque année, pas chaque année. Oui. Pas chaque année, mais régulièrement. Ah oui, oui, oui. Enfin, il y a quand même ce fait de se dire que bon, c'est quand même rare normalement. Enfin, il n'y a pas d'exemple connu. C'est demander à un cul-de-jatte de prouver qu'il n'a pas de jambes. C'est ça. C'est un peu ça. Ok, ça me rassure pas, mais j'avais pas tort. Ouais. C'est tout. Non, c'est vrai. Oui. À propos des divorces, on voit les parents de Joss. Le papa et la maman, on voit les parents de la petite fille du Libéria. Mais on ne voit que la maman de la petite indienne et que la maman de Ben et Emma. Alors, donc dans ces 3 cas de figure, on voit que la maman est restée seule avec l'enfant. Je donnerai une réponse un peu plus précise parce que c'est vrai que pour Amrit en Inde, c'est clair. Je ne suis pas sûr que dans le cas, par exemple, de Emma et Ben, c'est juste par volonté de ne pas non plus apparaître trop, parce que effectivement, c'est souvent les mères qui se sont retrouvées à gérer les enfants, et c'est elles qu'on voit parce qu'elles les accompagnent dans les accompagnements scolaires. Donc ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas ensemble. Alors le cas est différent, c'est ce que je disais, comme Stevie et Jeremy sont les parents de Joss et sont producteurs aussi du film et qui sont très impliqués, etc. Là on les voit tous les deux pour témoigner. Ouais. Mais par extension, ça vous concerne quand même. Peut-être que vous êtes au courant. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un enfant autiste est souvent cause de divorce ou de séparation? Enfin, je veux dire, pas forcément simple. Non, c'est pas simple. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les familles qu'on accompagne,
il y a beaucoup plus de parents seuls que de parents accompagnés. C'est une réalité, et c'est souvent la maman d'ailleurs qui est seule. C'est le papa qui part. Après, pour quelle et quelle raison, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans le constat de ce que nous voyons, c'est qu'une personne accompagnée en situation d'autisme, souvent, les parents sont seuls. Après, je pense qu'il y a... C'est pas forcément que l'autisme. Souvent, les parents sont seuls et c'est rarement le papa tout seul. C'est rarement le papa tout seul. Voilà. Et puis quand on questionne la maman, elle nous dit souvent que quand le papa a pris le diagnostic, il est parti. C'est une réalité, en tout cas, que nous vivons en France. J'ai vu une main, oui. Pardon, je ne comprends pas du tout. J'ai été frappée par la maturité du gamin qui a écrit le livre, qui avait 13 ans, et surtout quand on voit le temps qu'il faut, que ça leur prend d'arriver à épeler, en fait, d'écrire en éplant. Et j'aimerais savoir ce qu'il est devenu. Alors, ça, je vais pouvoir répondre. Donc, il avait 13 ans, ça fait 10 ans, il a 24, 25 ans. Je crois qu'il faut aussi se dire qu'il a eu le temps de... Enfin, effectivement, il y a le fait de la précocité, mais le temps, il l'avait. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui sont seules avec eux-mêmes. Donc, voilà, du moment où il a eu accès à cette planche alphabétique qu'il avait fait avec ses parents, il a eu tout le temps pour poser des mots sur ce qu'il ressentait. Le livre est pas le livre est pas très il y a pas 400 pages. Hein. Je vous invite à le lire. Depuis, il a écrit d'autres choses et d'ailleurs pas mal de poèmes. Ce qui est assez amusant, c'est que d'ailleurs dans la traduction, ça a été fait par quelqu'un dont j'en ai parlé, David Mitchell, mais il l'a coécrit avec une traductrice japonaise qui est spécialisée dans les poèmes aussi. Parce qu'il y a ce côté poétique. Mais c'est vrai que derrière, Naoki a écrit d'ailleurs de la poésie, pour échapper aussi au fait de n'écrire que sur l'autisme. Mais effectivement, je pense que ce que vous dites, c'était ce qui a surpris tout le monde, c'était le niveau de maturité et d'expression, etc., pour un enfant. Et d'intelligence, n'ayons pas peur des mots. De cet âge-là. Mais effectivement, ils ont un fonctionnement qui est aussi à part, et c'est ce qui faisait toute la force. Hein. C'est pour ça que le livre est devenu un best-seller. Et moi, je voudrais savoir, est-ce qu'ils peuvent écrire tout seuls ? Ou est-ce qu'ils peuvent écrire tout seuls, ou est-ce qu'ils ont obligatoirement besoin de quelqu'un pour écrire ? Non, il y a des autistes qui écrivent, vous prenez tablette et écrit « Je suis né un jour bleu », il l'a écrit tout seul. Vous avez plein d'autistes qui écrivent... Avec une tablette ? Ah oui, maintenant ils peuvent avec la tablette. Vous avez des autistes qui écrivent de manière avec une feuille et un stylo, d'autres avec une assistance. Ça, c'est ceux qui ont accès à leur corps, si j'ose dire. Mais on voit que là, dans le film, il y en a certains oui. Après, il n'y a pas la connexion avec le corps, ce qui est très bien démontré. Mais est-ce qu'ils peuvent arriver, avec un système justement de tablette, à écrire seuls, ou est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait un autre individu pour les aider, les accompagner ? Non, ça dépend. Il peut y avoir un individu, comme pas avoir... Encore une fois, c'est comme il y a plein de niveaux. Ouais, ça fait partie de la gamme. Hein. Après, il y a une autre chose qu'on voit, et j'ai une petite anecdote sur ça, c'est qu'effectivement, le temps, c'est-à-dire quand on se dit, vous écrivez, etc., vous êtes devant votre chaise, vous écrivez pendant 1 heure, c'est pas du tout comme ça qui fonctionne. Et Jerry, le réalisateur, disait, comme anecdote, il dit, j'étais en train de parler avec Naoki, qu'il a rencontré, et puis pendant qu'il était en train de lui parler, Naoki s'est levé, est allé à la fenêtre. Ça a duré très longtemps. Et donc il était un peu interpellé, donc effectivement il a patienté, parce que le temps n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que effectivement c'est ce qu'ils disent, vous parlez, tout de suite les mots viennent, c'est dans la seconde, et Naoki s'est rassis, mais vraiment de longues minutes après, et donc ils ont réamorcé le dialogue, et Jerry lui disait, mais pour que tu t'es levé, pourquoi ? Il dit, il y avait une voiture. Il dit, mais pourquoi tu t'es levé pour aller voir spécialement cette voiture ? Il dit, mais en fait j'aime bien les roues parce que c'est des galaxies en rotation. Voilà, ça donne en fait, c'est quand on met des mots, c'est par rapport à un caractère. Quand vous dites, voilà, il écrit, mais voilà, il écrit pas dans le même temps qu'un écrivain. Voilà, il peut poser 10 mots et en poser un autre 1 heure après. C'est pas, pour lui, il y a pas c'est pas la même continuité temporelle que nous. Vous vouliez compléter votre question ou...
Ce qui m'avait frappé, c'est la capacité qu'il a à se mettre à la place de l'autre pour expliquer pourquoi il est différent. Oui, vous savez, moi j'avais été frappé, on a sorti un autre film sur le handicap, sur des personnes porteurs de trisomie 21. Et il y a un passage, ça s'appelle J'irai décrocher la lune, hein, c'est magnifique, je vous conseille. Malheureusement, il est sorti le 18 mars, ça veut dire qu'il n'est jamais réellement sorti dans les salles. Et de la même façon, il y avait Robin, qui est trisomique, qui racontait ce qu'il voyait lui dans le miroir, de lui-même. Et je vous assure que c'était terrible. C'est-à-dire que vous aviez quelqu'un qui disait « mais moi, je prends ce que je suis et je le jette à la poubelle. » Parce qu'il voit bien ce qu'il est. Il a une totale perception. Quand on parlait tout à l'heure de communication, quand vous avez les regards de personnes face à un autiste, les autistes ou les trisomiques, ils voient très bien le regard qu'on porte sur eux. Et il y a des choses, c'est là où il y a un gros travail éducatif, et moi-même, je vois bien dans les expressions, on dit atteint de, non porteur, on corrige. Moi, j'ai rencontré, la première fois que j'ai rencontré Robin, j'avais tendance à lui parler comme à un enfant, et à dire ta maman, et puis d'un coup on se dit mais non. Et il me regardait tout de suite, il se ferme parce qu'il voit bien qu'on n'utilise pas les bons mots, qu'on n'a pas les bonnes réactions, qu'on n'est pas dans le bon mode de communication et qu'on leur parle autrement. Donc c'est pour ça, à cette question-là aussi, quand il vous voit, il voit vos réactions et tout d'un coup, cette communication, ça passe pas que par des mots, ça passe par votre attitude, par la façon dont vous allez détourner le regard pour regarder un adulte à côté, etc. Tout ça, c'est des choses qui perçoivent. Et je pense que, et pour les uns et pour les autres, ils le perçoivent très fortement, parce qu'ils sont parfois très concentrés sur ce que vous faites. Pour vous, ça vous paraît normal, votre regard, parce que vous allez être gêné, etc., va s'échapper. Il y a une parole qui va être pas exactement celle que vous voulez dire, ou vous n'avez pas les bons mots. Ça, ils vont le percevoir tout de suite. Oui. Dans le documentaire, et tous ces jeunes, est-ce qu'ils sont dans des fratries? Parce qu'on ne voit pas s'il y a des frères et sœurs. Est-ce qu'ils sont dans des fratries? Et si c'est le cas, et de façon générale, plutôt monsieur, parce que c'est ce domaine, comment se passe la communication entre une fratrie où il va y avoir que des enfants neurotypiques et un enfant atteint d'autisme? Est-ce que c'est une communication différente que nous on peut avoir en tant qu'adulte, ou est-ce que c'est finalement beaucoup plus naturel et qu'il y a une autre forme de communication quand ils sont en face, effectivement, un frère ou une sœur qui a Excusez-moi. Oui, Non, il faut répéter ce que Madame vient de dire. Dans le film, dans le documentaire, on ne voit pas de fratrie. Donc, est-ce qu'il y a des enfants avec autisme qui sont dans des fratries? Et quand c'est le cas, comment est-ce que ça se passe? Comment se passe la communication? S'il y a une fratrie de neurotypiques avec un enfant avec autisme, qu'en est-il? Voilà. Je répondrai juste, il y a quand même Amrit dont on voit la sœur dans le film. Mais pareil, c'est compliqué de traiter ça, parce que dès lors, ça fait partir le film dans autre chose. Enfin, voilà. Mais effectivement, il y a un exemple dans ces familles, il y a des frères et sœurs aussi. Parfois, ils n'ont juste pas été inclus dans le film. Oui. Pardon, monsieur? Pardon, madame. Oui, d'accord. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a plusieurs plateaux sur ce que vous dites. Il y a plusieurs images. Il y a celle où il y a des familles avec des fratries de personnes en situation d'autisme. Ça revient à la discussion de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un terreau génétique dessus? Donc c'est aussi une des pistes qu'on explore aujourd'hui. Pour les personnes en situation d'autisme, enfin de fratrie, où il y a des autistes dans la famille, c'est exactement ce que je vous disais. Il y en a qui ne vont pas du tout se calculer. Moi, je pense à une famille en particulier où il y a deux frères et une sœur. Personne n'existe l'un pour l'autre. Donc, c'est les parents qui les gèrent. Il n'y a pas de communication entre eux. Il n'y a pas d'interaction entre eux. Il y a des familles en situation d'autisme où il y a de la fratrie. Je pense à deux frères en particulier où ils jouent ensemble, où ils rigolent ensemble, où il y a des interactions minimes entre eux. Après, vous avez des familles où il y a un enfant autiste après un enfant neurotypique. C'est important de préciser le après, parce que dans le couple, on se pose la question, j'ai un enfant autiste, on en refait un ou on n'en refait pas un?
Donc ça, c'est une vraie question de couple. Donc on en refait un, parce qu'il n'y a pas de raison, on n'aura pas forcément qu'un enfant autiste après, donc on a un enfant neurotypique qui arrive, souvent, très souvent, mais c'est pas une règle, mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive. L'enfant qui arrive après, qui est neurotypique, devient le grand frère, tout de suite, parce qu'il a des capacités, il a des autonomies, il comprend ce genre de choses. Arrive à l'adolescence, il y a souvent des difficultés qui se posent pour l'enfant qui est neurotypique, parce que papa et maman, ou maman des fois très souvent tout seul, s'occupent de la personne en situation d'autisme. Donc du coup, celui qui est quasiment neurotypique, où tout va bien pour lui dit mais t'as jamais été là, tu t'es toujours occupé de lui. Quand je t'ai demandé des trucs, tu m'as toujours demandé de faire ça, de faire ci, de faire ça. Donc ça explose. Je peux en parler tranquillement parce que nous, on reçoit les frères et les sœurs, les fratries, donc on discute. Et ces problématiques reviennent. Souvent, il y a des tensions entre les parents et les enfants, et qu'on leur dit mais pourquoi c'est tendu comme ça? On ne s'est pas occupé de moi. Je s'occupe que de mon frère et de ma sœur. J'existe pas, et quand on s'occupe de moi, c'est pour me demander de faire des trucs pour elle. Voilà. Alors, ça peut se comprendre vis-à-vis des parents. Ça, c'est pas le souci. Les parents peuvent demander aux frères et aux sœurs de s'occuper, mais à la question est-ce qu'il y a des fratries, la réponse c'est oui. Ça va un peu dans tous les plateaux. Ça peut être que des enfants en situation d'autisme qui ne se calculent pas. Je pense à 2 frères en particulier où ils jouent ensemble et ils sont autistes. Ils rigolent, ils ont d'ailleurs les mêmes jeux. C'est une espèce de train, donc ils peuvent jouer pendant des heures et des heures sur des trains. Vous avez des personnes en situation d'autisme et d'autres neurotypiques qui vont très investir et qui deviennent très protecteurs. C'est une fille en particulier qui s'occupe de sa sœur alors qu'elle est née après, et c'est quasiment la maman, on va dire, parce qu'elle connaît le projet individuel, l'institution, ce qu'elle mange pas, elle connaît tout son dossier médical. Et puis vous en avez pour d'autres, pour qui finalement ça se passe pas très bien, parce que justement on surinvestit la personne qui est en situation d'autisme, et pas trop, voilà. Donc ça, c'est ce genre de plateau. Nous on essaye d'accompagner ça quand on le peut, avec ce qu'on appelle une guidance parentale, et puis des fois avec des groupes de communication, de fratrie entre les frères et sœurs. On essaie de voir comment ça se passe à la maison, et comment on peut aussi améliorer des fois améliorer le dialogue, puisqu'il y a une réalité. Il y a le après qui va s'imposer à nous, qu'on le veuille ou pas. Donc il va falloir qu'on travaille cette question-là. Voilà. Oui, parce que c'est aussi une chose qui est importante, c'est quand on parle du fait de les accompagner dans la durée, il y a le fait qu'à un moment, qu'il y a des parents, les parents sont obligés de passer le relais au frère ou à la sœur. Enfin, moi, je connais un cas des fois, ils s'en veulent pas. Et évidemment, voilà, c'est-à-dire que maintenant, parfois, c'est une charge effectivement qui est très très compliquée à passer. C'est une responsabilité. C'est une charge, pas parfois. C'est une charge. Oui, mais il y a effectivement ceux enfin, vous citiez l'exemple de cette sœur qui est très investie, etc. Et puis il y a évidemment des gens qui veulent pas du tout assumer. Sans jugement, hein, c'est juste qu'à un moment, c'est effectivement une donnée qui est quand même pas négligeable. Il est temps de nous séparer, là, pour l'instant. Merci à vous.